Je n'aurais jamais imaginé que ma vie basculerait à cause d'un simple message, une notification sur l'écran de mon téléphone un mardi matin. Ne t'inquiète pas, je serai là avant elle. J'ai relu la phrase 3 fois, les doigts tremblants, le cœur lourd, sans comprendre tout de suite ce que j'étais en train de découvrir. Ce matin-là, j'étais déjà en retard pour aller au bureau. J'avais à peine pris un café, les cheveux encore humides, la tête pleine de ces pensées qui s'entrechoquent quand on essaye de tout faire tenir debout. Le travail, le couple, les courses, la vie. Marc m'avait dit qu'il devait déjeuner avec un collègue, un certain Julien, un nouveau du service marketing avec qui il devait finaliser une présentation. Je m'en souvenais parfaitement, parce que la veille, il m'avait parlé de lui comme d'un type un peu trop bavard mais sympa, et qu'il avait ri en disant qu'il allait finir par connaître sa vie entière avant la fin du trimestre. J'avais souri, sans arrière-pensée. Marc et moi, on était ensemble depuis 6 ans. On avait emménagé dans cet appartement lumineux, au 4e étage sans ascenseur, où chaque coin portait la trace de notre histoire. Le canapé gris qu'on avait choisi ensemble, les cadres mûrs avec nos photos de vacances, la cafetière italienne qu'il m'avait offerte à Noël. C'était notre routine, tranquille, rassurante, jusqu'à ce message, jusqu'à ce moment précis où tout s'est fissuré. Sur le coup, j'ai voulu me convaincre que ce n'était rien, une phrase sortie de son contexte, un malentendu, mais au fond, je savais. C'est ce genre de savoir qui n'a pas besoin de preuves, celui qui serre la gorge et glace les mains. Ce jour-là, au bureau, je n'ai rien fait de la matinée. Mon écran affichait des chiffres que je ne voyais plus. Mes collègues parlaient, riaient, et moi j'étais ailleurs, suspendu à une vérité que je n'osais pas encore formuler. À midi, il m'a envoyé un message. Déjeuner plus long que prévu. Je rentre vers 15 heures. J'ai tapé une réponse neutre. Pas de souci, bon appétit. Puis je suis resté devant cette phrase, impuissante, à me demander si j'étais devenue cette femme naïve, qui fait semblant de ne pas voir. À 14 heures, j'ai quitté le travail. J'ai pris le bus sans réfléchir. Mes jambes bougeaient toutes seules. Je ne savais pas vraiment ce que j'allais faire. Seulement que je ne pouvais pas rester là, assise à attendre. L'idée m'est venue sur le trajet. Je me suis souvenu qu'il avait oublié son ordinateur portable à la maison et qu'il m'avait demandé de le déposer dans le coffre de sa voiture avant 10 heures. Ce que je n'avais pas fait. Alors, j'ai pris ça comme un prétexte. J'allais aller là où il disait être, juste pour me rassurer, me prouver que je me trompais. J'ai ouvert Google Maps, tapé le nom du restaurant qu'il m'avait donné, la terrasse du parc, une brasserie calme près du centre. Je m'y suis rendu à pied. En arrivant, j'ai aperçu les tables sur la véranda, les parasols, les serveurs qui couraient entre les clients. Je ne l'ai pas vu tout de suite. Puis, derrière la vitre, au fond de la salle, j'ai reconnu sa silhouette. Il riait. En face de lui, une femme, blonde, élégante, les cheveux attachés, le regard posé sur lui avec cette douceur complice que je connaissais trop bien. J'ai ressenti une brûlure dans la poitrine, un poids énorme qui m'écrasait de l'intérieur. J'ai voulu faire demi-tour, mais mes jambes refusaient de bouger. Je les ai observées quelques minutes. Elle a posé sa main sur la sienne, furtivement, comme si c'était naturel. Lui n'a pas retiré la sienne. Je crois que c'est là que j'ai compris. Pas besoin d'en voir plus. C'était suffisant pour que tout ce que j'avais construit s'effondre. Je suis rentré chez moi, en silence, sans pleurer. C'est drôle comme, parfois, la douleur ne se manifeste pas par des larmes, mais par un vide. Je suis resté assise sur le canapé pendant des heures, incapable de penser à autre chose qu'à leur rire. Quand il est rentré, vers 6 heures, il a eu ce sourire fatigué, cette voix douce qu'il prend quand il veut me faire oublier son retard. Désolé, la réunion a traîné. J'ai hoché la tête, j'ai joué le rôle. J'ai servi du café, comme si de rien n'était. Il parlait, je ne l'écoutais plus. J'entendais seulement le son de ses mensonges, le souffle entre ses phrases. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. J'ai regardé son dos pendant des heures, cherchant dans chaque respiration la trace d'un remords. Rien, juste le silence. Le lendemain, j'ai commencé à observer les petites choses, les notifications qu'il effaçait vite,
les chemises qu'il repassait sans raison, les appels qu'il prenait dans le couloir. Tout s'additionnait comme des morceaux d'un puzzle trop évident. J'ai même appris son prénom à elle, Clara. Elle travaillait avec lui depuis 1 an. Je l'avais déjà vue une fois, à un dîner d'équipe. Une femme charmante, cultivée, le genre qu'on trouve rassurante parce qu'elle paraît inoffensive. J'avais eu tort. Le pire, c'est que tout le monde savait. Ses collègues, ses amis, tous ces regards fuyants que je n'avais pas su lire. J'étais la seule à croire encore à cette façade. Et pourtant, malgré tout, je n'ai rien dit. Pas tout de suite. Je me suis accroché à l'idée qu'il allait arrêter, qu'il allait comprendre, qu'il m'aimait encore, d'une certaine façon. L'amour, c'est parfois une forme d'auto-hypnose. On ferme les yeux pour ne pas mourir de lucidité. Mais un soir, tout a explosé. C'était un vendredi. Il m'avait dit qu'il rentrait tard, un dîner d'équipe encore. Je savais que c'était faux. Alors j'ai pris un taxi. J'ai suivi l'adresse qu'il avait notée sur un post-it, oublié sur la table. Une rue calme, en périphérie. J'ai attendu dans la voiture, le moteur coupé. À 22h10, je l'ai vu sortir d'un immeuble. Il riait encore. Elle était avec lui. Ils se tenaient la main. Ils se sont embrassés avant de monter dans sa voiture. Et moi, j'étais là, à quelques mètres, invisible, à regarder l'homme que j'aimais depuis 6 ans sourire à une autre comme s'il n'avait jamais su mon prénom. J'ai eu envie de hurler, mais rien n'est sorti. J'ai juste pleuré, enfin, longtemps, des larmes qui brûlaient, qui ne soulageaient rien. J'aurais pu les confronter, leur crier à la figure tout ce qu'ils m'avaient volé. Mais je n'ai pas bougé. Je les ai laissés partir. Le lendemain, j'ai fait mes valises. Il dormait encore quand j'ai fermé la porte. Je n'ai pas laissé de mots, pas de scène, juste le silence. Pendant des semaines, il a essayé d'appeler. Il a laissé des messages, envoyé des mails, des fleurs. J'ai tout ignoré. Je ne voulais pas d'explication. Il n'y en avait pas. L'amour ne meurt pas d'un coup. Il s'éteint, doucement, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Et moi, je suis parti avec cette impression étrange d'avoir vécu une vie qui n'était pas la mienne. J'ai changé de ville, de travail. J'ai tenté de recommencer. Mais il reste toujours quelque chose. Une cicatrice invisible. Parfois, je repense à ce jour où j'ai ouvert ce message. Je me dis que c'est là que j'ai cessé d'être naïve, là que j'ai perdu plus qu'un homme. J'ai perdu la version de moi qui croyait encore à la fidélité. Ce soir, 3 ans plus tard, je vis seul dans un petit appartement où le silence est devenu une habitude. Parfois, je crois entendre sa voix dans le couloir, un écho du passé. Et quand je ferme les yeux, je revois cette scène. Lui, dans ce lit qui n'était pas le nôtre, allongé à côté d'elle, paisible, comme si la trahison pouvait être douce. C'est cette image qui m'a détruite. Et même si je vis encore, quelque part au fond, une partie de moi est restée là, bas, figée dans cette chambre étrangère, au moment exact où j'ai compris que tout était fini, parce que parfois, la vérité ne libère pas. Elle tue doucement, chaque jour un peu plus. Les mois ont passé. Et pourtant, j'ai encore l'impression que tout s'est arrêté ce jour-là, comme si le temps lui-même s'était figé au moment où j'ai fermé la porte derrière moi. Les jours se ressemblent, gris, silencieux, pleins de gestes automatiques qui ne mènent nulle part. Je me lève, je travaille, je mange seul, je dors seul. Parfois, je parle toute seule aussi, pour briser un peu le vide. Je dis son nom, sans m'en rendre compte, comme une habitude qui refuse de mourir. J'ai essayé de remplir le silence avec autre chose, la musique, les séries, les sorties avec des collègues. Mais rien ne tient. Chaque fois que quelqu'un me sourit trop longtemps, j'ai un réflexe de méfiance. Chaque fois qu'un homme me parle avec douceur, je cherche derrière ces mots la trahison que je ne veux plus revivre. J'ai appris à faire semblant d'aller bien. C'est devenu une seconde peau. Au bureau, on me dit souvent que j'ai l'air calme, posée, forte. En vérité, je ne suis qu'épuisé. Les nuits sont les pires. Il y a ce moment, juste avant de m'endormir, où mon corps se souvient du sien. Je me tourne du mauvais côté du lit, celui où il dormait, et je me rends compte que j'ai laissé la place vide,
comme un hôtel invisible. Je ne l'ai jamais revu, pas vraiment. Une fois, par hasard, je l'ai croisé dans un centre commercial. Il était avec elle. Il semblait heureux, naturel, comme si rien n'avait jamais existé avant. Il m'a vu aussi. Nos regards se sont croisés. Juste une seconde. Il a eu ce petit mouvement vers moi, une hésitation, puis s'est ravisé. Je suis parti avant qu'il n'ait le temps de dire quoi que ce soit. Je ne voulais pas entendre sa voix. J'ai passé la soirée à trembler, à repenser à tout ce que j'avais perdu. Pas lui, mais la confiance, cette sécurité naïve que j'avais autrefois. Après ça, j'ai arrêté de me battre contre la douleur. J'ai compris qu'elle faisait partie de moi maintenant, qu'elle n'allait pas disparaître comme ça. J'ai commencé une thérapie, sans grande conviction. Au début, je parlais peu. La psychologue m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. Vous n'avez pas perdu un homme, vous avez perdu la version de vous qui croyait en lui. Elle avait raison. Ce que je pleurais, ce n'était pas l'amour, mais ce que j'étais avant que tout s'écroule. Aujourd'hui, je vis dans un petit appartement, au-dessus d'une boulangerie. Le matin, l'odeur du pain chaud m'aide à me lever. C'est idiot, mais c'est devenu mon repère. Je prends un café au comptoir, toujours au même endroit, et j'observe les gens. Certains se hâtent, d'autres se sourient, et parfois, j'envie leur légèreté. Je me demande comment on fait pour aimer encore après avoir été trahi. Comment on laisse quelqu'un s'approcher sans craindre le coup de couteau invisible. Je n'ai pas encore trouvé la réponse. Parfois, un inconnu me parle. Je sens une chaleur étrange, un espoir timide, puis la peur revient aussitôt. C'est comme une brûlure ancienne qui se réveille dès qu'on effleure la peau. Mais il y a des jours où je respire un peu mieux. Des jours où je me dis que je ne suis pas morte, pas complètement. Je sors marcher au bord du canal, j'écoute la pluie tomber sur les toits, je sens le vent contre mes joues, et je me rappelle que la vie continue, même quand le cœur ne veut plus suivre. J'ai commencé à écrire aussi, le soir. Des phrases sans but, juste pour vider la tête. Parfois j'écris des lettres que je ne lui enverrai jamais. Des lettres où je lui dis tout ce que je n'ai pas eu la force de crier. La colère, la honte, la solitude. Une fois, j'ai relu tout ça, et j'ai pleuré comme au premier jour. Mais après, j'ai dormi, profondément, pour la première fois depuis longtemps. Peut être que c'est ça, guérir, accepter qu'il restera toujours un morceau de douleur, mais qu'on apprend à vivre autour. Il m'arrive de repenser à la femme que j'étais, celle qui croyait aux promesses et aux sourires. Elle me manque, mais je ne veux plus la retrouver. Elle était trop fragile. Aujourd'hui, je suis différente, pas plus forte, juste plus lucide. Et même si la solitude me pèse encore, je préfère ça à l'illusion.